à plusieurs reprises, ça n'est pas récent, de noter que le PMU avait une pratique particulière en ce qui concerne ce qu'on appelle les centimes. Donc, comme vous le savez, donc, quand vous pariez et qu'il y a une certaine cote, par exemple, si vous avez 1,96, vous avez misé 100 euros, vous êtes gagnant, et bien le PMU devrait vous rembourser 100 euros qui multiplie 1,96, 1,96 centimes, c'est-à-dire 196 euros. Ben pour un pari simple, le PMU ne va pas vous rembourser, vous gagnant 196 euros, il va vous rembourser 190 euros. Et se mettre illégalement 6 centimes dans la poche. Et sur la masse des parieurs, vous avez 6,5 millions de parieurs, vous avez une masse fantastique de paris, cela fait des dizaines et des dizaines de millions qui sont subtilisés. Ça, quand c'est intentionnel, la Cour des comptes a tiré l'attention sur la pratique des centimes, d'autant plus qu'il n'y a pas d'impossibilité technique, puisque le PMU, en ce qui concerne les paris sportifs, puisque le PMU s'est diversifié et gère les paris sportifs, pour les paris sportifs, il paye au centime près. D'autres sociétés de paris hippiques en ligne, elles, payent les parieurs au centime près. Donc il existe les systèmes informatiques pour payer au centime près. Donc c'est volontairement que le PMU, là, il y a vraiment intention, il n'y a pas impossibilité technique, refuse de payer complètement les parieurs. Ça, c'est constitutif du délit d'abus de biens, du délit d'abus de confiance. Délit d'abus de confiance, pourquoi? Parce que ce sont l'ensemble des parieurs qui misent, et c'est avec le produit de leur mise qu'on va pouvoir payer les parieurs gagnants. Qu'est-ce qui autorise le PMU à prélever un montant, alors qu'il n'est que simple mandataire dépositaire? C'est ça, l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est quand une personne qui reçoit un dépôt de somme d'argent ne la restitue pas intégralement à celui à qui elle doit la restituer. L'ensemble des parieurs déposent des mises au PMU. Le PMU a l'obligation légale et réglementaire de restituer l'intégralité de la mise au gagnant et pas de faire un prélèvement de centimes. Donc là, le délit d'abus de confiance est clairement caractérisé. Et tout ça parce que le PMU essaye d'avoir une interprétation totalement de mauvaise foi et de considérer que les centimes, on pourrait les assimiler au produit des gains non réclamés. Situation totalement différente. Les gains non réclamés, ce sont des joueurs anonymes qui ne réclament pas leurs gains, qui ont perdu leur ticket de jeu, de paris ou qui l'ont oublié. Effectivement, ça arrive, on ne peut pas les identifier. Il y a des produits de gains non réclamés. Mais là, en ce qui concerne les centimes sur les parieurs gagnants, ce sont des parieurs qui sont identifiés puisqu'ils demandent à être payés. Donc là, on est dans une situation totalement illégale. C'est pour ça, à la fin de cette réunion, nous exposerons notre volonté de faire déposer une proposition de loi aux députés de la nouvelle Assemblée nationale qui vont être élus dimanche prochain. Parce que nous ne sommes pas seulement là pour demander justice dans le cadre d'une procédure pénale et faire en sorte que les auteurs de ces délits soient poursuivis en justice, jugés et condamnés, et qu'il soit mis fin à ces pratiques, mais nous voulons qu'il y ait des solutions positives qui permettent de protéger l'ensemble de la filière hippique. Parce que nous sommes tous des amoureux des chevaux. Il ne peut pas y avoir de course sans les parieurs qui la financent, il ne peut pas y avoir de course sans les propriétaires, sans tous les professionnels de la filière hippique, et il est totalement injuste qu'une infime minorité, pour des désirs d'enrichissement personnel et des pratiques qui ternissent l'image de l'ensemble de la filière hippique. Et nous sommes là pour obtenir cette réparation. Donc, nous souhaitons qu'il y ait une enquête préliminaire qui soit ouverte, et effectivement, si elle n'est pas ouverte, nous déposerons plainte devant le doyen des juges d'instruction. Donc, cette question des centimes est importante. Mes clients vont s'exprimer pour que vous puissiez répondre à des questions sur d'autres questions, questions graves, et c'est M. Daoubeni
Benchik qui en parlera, parce que c'est lui qui en a apporté la preuve. Nous savions tous qu'il y avait des difficultés. On sait que dans le monde des courses, il y a des cas extrêmes où il y a dopage de chevaux. On sait que dans le monde des courses, il y a des cas où parfois on demande à un jockey de retenir son cheval, de le faire tourner, etc. Bon, ce sont des cas extrêmes. Mais on se doutait, quand se déroulaient certaines courses, et qu'on voyait des changements de cote, et d'ailleurs il y a un débat sur le fait que nous souhaiterions qu'on puisse afficher les cotes pendant les courses, on y reviendra. Mais on se doutait bien qu'il pouvait y avoir des risques de manipulation pendant la course. Et il convenait d'en apporter la preuve. Et grâce à M. Dao Benchik, on a la preuve totalement irréfutable, et justement le PMU n'a pas pu y répondre, sur le fait qu'il est possible, alors que c'est totalement illégal, après le départ d'une course, de continuer à parier, même y compris très peu de temps avant l'arrivée de la course. Donc nous avons cette preuve, et le PMU n'a pas été en mesure de nous répondre à ce sujet. Donc ce n'est pas vraiment grave, M. Benchik nous donnera des éléments. Nous avons d'autres exemples, on en parlera, comme notamment le cas du numéro plus, qui vous sera exposé par M. Camberlin. Et là c'est très simple, parce que dans ce domaine-là, le numéro plus est déclenché humainement. M. Camberlin vous redonnera plus de détails. Donc là, on ne peut pas dire que c'est une simple erreur informatique. C'est au contraire un déclenchement humain qui ne doit se faire qu'après que la course ait débuté. Donc on y reviendra. Donc nous avons différents éléments qui permettent de démontrer qu'il est urgent de moraliser, de rendre propre le monde des courses. Et je terminerai par un dernier exemple. Le PMU, pour enrayer justement la défiance des parieurs, qui existe de plus en plus, et donc la baisse du montant des paris, s'est lancé dans une course au développement international. Ça fait depuis pas mal d'années qu'il s'est lancé dans le développement international, mais tellement pressé de se lancer dans son développement international qu'il en a oublié les règles de prudence et d'éthique élémentaire. Je voudrais citer le cas du PMU Congo-Brazzaville et du PMU Gabon, en Afrique centrale francophone, dont le PMU accepte d'être officiellement le fournisseur. Le fournisseur qui fournit des informations techniques, qui perçoit des redevances, qui permet l'utilisation de son logo, alors qu'il y a eu différentes procédures judiciaires, qu'il est de notoriété publique, que par exemple le fondateur du PMU au Congo-Brazzaville est quelqu'un, était, parce qu'il est décédé, lié à un groupe mafieux, qui d'ailleurs est mort brutalement assassiné sur un aéroport par un autre clan mafieux rival, que les pratiques du PMU au Congo-Brazzaville, c'est de travailler dans la corruption la plus totale, dans un pays où la population est extrêmement pauvre, dans un régime dictatorial, et particulièrement corrompu au niveau des indices de corruption. Au Gabon, à côté, même chose, un autre représentant d'une autre mafia. Donc, et là, à partir du moment où on accepte d'être prestataire de services, de recevoir des fonds, le fondateur du PMU au Gabon a fait l'objet de lourdes condamnations de prison. Son passé dans le grand banditisme est connu de la justice. On accepte de traiter avec lui, de recevoir des fonds de sa part. Quand on fait ça, on prend le risque d'être en situation de blanchiment de capitaux d'argent sale et de recel de blanchiment. C'est particulièrement grave. Se pose la même question au Brésil, où le PMU s'est développé plus récemment, et où là, vous avez des mafias locales qui vous organisent la possibilité de parier l'équivalent de plus de 400 000 € sur un seul cheval dont on va retenir la course. Donc on est dans des situations qui sont totalement malsaines. Dernier exemple, il est de notoriété publique que le Qatar, qui sponsorise le Qatar Prix de Triomphe, qui sponsorise le TIPCO Prix du Jockey Club. Le TIPCO, c'est
un des principaux fonds d'investissement de la famille royale qatari, qui demande en contrepartie au PMU d'accepter de sponsoriser le club de football Paris Saint-Germain, PSG, propriété du Qatar. Donc on envoie des fonds au PMU, le PMU on renvoie aussi au Qatar. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, de nombreux États ont pris l'initiative de boycotter l'Émirat du Qatar, qui est très fortement soupçonné de financer des réseaux qu'on va qualifier, en tant qu'avocat, je suis tenu un certain devoir de réserve, qu'on va qualifier d'islamistes très 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 radicaux, donc et particulièrement dangereux. Ben, quand vous acceptez de recevoir de l'argent de certains pays qui sont impliqués dans ce que certains pourraient appliquer du financement du terrorisme, vous vous retrouvez en situation de risquer d'être accusé de blanchiment et de recel d'argent sale. Donc, il serait temps que le PMU et ses sociétés mères fassent preuve d'un peu plus d'éthique. Nous voulons des courses propres, nous voulons de l'éthique. Et c'est pour ça qu'effectivement, une fois que vous aurez posé vos questions sur la plainte, nous vous exposerons ensuite quelques éléments sur la proposition de loi que nous entendons faire porter par plusieurs députés, en sachant qu'une proposition de loi, c'est différent d'un projet de loi qui est d'initiative gouvernementale. Nous souhaitons une proposition de loi qui est portée par des députés, parce que l'avantage, c'est qu'il s'agit d'un régime de consultation participative. Il doit y avoir des débats en commission parlementaire, il y a possibilité de faire entendre tous les professionnels de la filière hippique, et de fait, nous souhaitons que soient organisées des assises générales des courses avec des tables rondes qui permettent que tous les professionnels puissent discuter avec les parlementaires d'une proposition de loi qui permettrait enfin de clarifier, parce que nous souhaitons également une réforme des codes des courses, car il y a trop d'ambiguïté, et on y reviendra, sur certaines rédactions du code des courses, et ça facilite des pratiques frauduleuses. Donc nous souhaitons une clarification. La justice n'est pas la vengeance, nous ne sommes pas là pour nous venger de qui que ce soit, nous voulons simplement rétablir la confiance dans les paris hippiques et enrayer la chute des paris. Parce que si les parieurs arrêtent de parier, tout s'effondre. Il y a plus de 180 000 emplois qui sont en jeu, et nous souhaitons au contraire renforcer. Et vous le verrez d'ailleurs dans certains axes de notre proposition de loi pour la transparence des courses hippiques et la réforme des sociétés de courses et du PMU. Nous faisons y compris des propositions de fonds de subvention pour la modernisation de la filière hippique. Donc nous allons très loin parce que nous croyons en la filière hippique et nous voulons la valoriser. Donc nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et approfondir. Donc j'en ai terminé avec mon introduction. Donc je vais d'abord passer la parole à M. Daoubenchik, qui va notamment vous exposer de façon détaillée comment, en toute illégalité, on peut parier après le départ d'une course, qui est totalement illégale. Alors, M. Daoubenchik, vous avez la parole. Messieurs, merci d'être venus d'abord. Alors, le problème, il est très simple, c'est que depuis des années, on avait des soupçons. Quand je dis nous, c'est les parieurs en général. On entendait par-ci, par-là dire que le PMU volait, et ainsi de suite, parce que les cotes n'étaient pas celles qu'on voyait affichées, mais on ne pouvait pas démentir la preuve. On ne pouvait pas du moins apporter la preuve qu'effectivement, il y avait des choses anormales qui étaient faites au niveau des cotes. Et il s'est passé un fait grave et sans précédent, 1er avril 2012, qui n'est pas un poisson d'avril. Il s'est passé une chose incroyable, c'est que moi j'étais à Saint-Parotec, dans un point course, et sur une borne du PMU, j'avais joué une course, c'était pris mort au pas, et à l'occasion de cette course, j'ai voulu après annuler des tickets d'une autre course que j'avais jouée, mais je me trompe et j'annule les tickets de la course qui est en train de courir. Et là, je suis en état de choc. Je demande à un de mes frères qui est au fond de la salle, où il est près de la télé des courses, et je lui demande, je lui dis, c'est qui les numéros qui sont en tête? Et lui, il ne comprend pas bien parce que
il me dit, mais il est fou. Pourquoi il me demande qui c'est qui est en tête? Et je lui dis, je peux encore jouer. Et il me dit, mais il est fou, il me fait signe de la main, Slimane pour ne pas le nommer. Il me dit, mais t'es fou. Et je lui dis, donne-moi les numéros. Alors il me dit le 1, le 9 et tout. Et moi, je tape sur la borne le 1, le 9 et ça m'étonne. Ce jour-là, j'avais un chèque pari de 800 €. J'aurais pu jouer sur les numéros en question et jouer les 800 €. Mais là, on m'aurait dit, bah, vous voulez nous donner des leçons de morale, quand je dis nous, le PMU. Mais non, j'ai joué des 2 €. Donc j'ai joué des 2 € et en les jouant, j'annulais, ça annulait et je rejouais. Et j'arrivais à jouer. Et c'était au-delà d'1 minute 36 secondes et 42 centièmes pour être précis avec vous. J'ai joué jusqu'à peu près à 4 heures de la fin de la course. Sachez quand même qu'en course épique, 1 minute 36 secondes et 42 centièmes, ça représente un 1500 mètres de course plate à Compiègne, un 1200-1300 mètres à Deauville et à Chantilly PSF. Ça vous laisse inaugurer qu'on peut jouer quasiment pendant la quantité de la course, la durée de la course. Alors, ça arrive en 2012, et puis quand c'est arrivé ce jour-là, je demande au buraliste, je lui dis, est-ce que vous pouvez me donner les tickets qui sont dans la borne? Ça, c'est pour l'anecdote, je vous le dis quand même, c'est sympa. Il me dit, il n'est pas question que je vous donne, les tickets. Il dit, moi j'ai ouvert mon bureau à 6 h du matin, je ferme dans un quart d'heure, et je lui dis, si, donnez-moi les tickets, j'ai joué avec des amis et tout, et moi je savais pertinemment que comme c'était dans une borne, les tickets étaient tombés dans la boîte. Voilà. Il n'a pas voulu me les donner. La chance que j'ai eue, je lui ai dit, écoutez, j'ai un petit ticket à les toucher dans ma voiture, est-ce que je peux revenir pour l'encaisser? Il dit, dépêchez-vous. Et quand je suis revenu, je lui ai présenté ma carte, qui aurait dû être marquée dessus, carte de commissaire de course, mais ils m'ont mis, vu mes origines, ils ont mis animateur. Quand je lui ai montré la carte, le monsieur du PMU, il a cru que j'étais inspecteur du PMU. Et là, je lui ai dit, monsieur, maintenant, vous m'ouvrez la borne et je veux tous les tickets. Il m'a dit, on ne m'a pas dit que le PMU m'a envoyé un inspecteur. Donc, il a ouvert, il s'est exécuté, il a ouvert la borne, il m'a donné les tickets dans un sac poubelle et j'ai eu aussi la réflexion de lui demander les numéros d'enregistrement de la borne. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Moi, après, par la suite, qu'est-ce que j'en déduis de cette affaire? J'en déduis qu'au moment où j'ai joué, sachez quand même une chose importante, c'est qu'au moment où j'ai joué, c'est-à-dire la course est partie à 15h35, à 17h35 précise, 1er avril 2012, et à 35, j'étais devant la borne pour jouer, et les paris étaient bloqués. On ne pouvait pas jouer. C'est seulement 1 minute 36 après, ils ont ouvert les vannes, parce que je vous le dis, j'en suis certain, il y a des gens au PMU, au niveau national, des gens qui ont des machines dans leur bureau, qui ont des codes d'accès. Avec ces codes, ils ouvrent les bornes et ils jouent. Voilà comment ça s'est passé. Parce que moi, à 17h35, je ne pouvais pas jouer. Donc, alors après, certaines personnes du PMU que j'ai interrogées, on me dit c'est un bug informatique. Alors, moi, j'ai une relation à moi qui est ingénieur chez Microsoft, qui a préparé une thèse sur le bug informatique, qui aura l'occasion de vous l'envoyer, maître. Et il me dit, ils se foutent de vous les parieurs. Ce n'est pas un bug informatique. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des mafieux au PMU, et je pèse mes mots, qui jouent pendant les courses. Et ce qui explique pourquoi on n'a jamais les mêmes cotes. Vous jouez un cheval à 17h35 qui a 11 contre 1, il gagne, vous le touchez à 7 contre 1. Parce qu'eux, ils ont mis des 10, 20 000 euros. Ils se sont gavés. Ils ont mis les deux mains, la tête dans le pot de confiture, comme on dit. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le PMU, et quand monsieur, je ne vais pas le... Voilà, quand il m'a appelé le numéro 2 du PMU national, et qu'on en a parlé, à aucun moment, il m'a dit que j'étais fou. Il m'a simplement dit qu'effectivement, il n'a pas d'éléments techniques pour contrer ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'il m'a dit. Et après, il m'a ajouté que j'ai battu le record d'avoir discuté avec lui 35 minutes et je lui ai rétorqué au téléphone que c'est moins grave d'avoir joué 1 minute 36 secondes et 42 centièmes. Voilà l'histoire. Donc aujourd'hui, effectivement, ça va être la rampe de lancement quelque part de nos actions avec nos amis au mouvement des parieurs.
Et on est d'ailleurs très heureux qu'ils sont venus avec nous aujourd'hui défendre cette cause. Et j'espère que si on devait aller très très loin, j'espère que Maître Norbert Tricot obtiendra une autopsie informatique et qu'on pourra, grâce à cette autopsie informatique, s'apercevoir que ça fait depuis des années que ça triche, que ça vole, que ça pompe au dos du parieur et que enfin tout soit mis à plat et qu'un jour on reparte avec des nouvelles personnes dirigeantes de cette institution des courses et on espère et on prie fortement que ce soit le mouvement des parieurs qui reprenne et qu'on puisse enfin donner du plaisir dans le monde des courses, investir de l'argent pour tous les parieurs, mais qu'on ne se sente pas lésé et qu'on ait toujours les dindons de la farce. Et j'aimerais aussi qu'à travers le projet de loi que Maître Norbert Tricot présentera, la proposition de loi, je souhaiterais également que nous, en parallèle avec le mouvement des parieurs, on crée également une association, on discutera avec le mouvement des parieurs, où on pourra regrouper la majorité et l'ensemble des parieurs en France pour qu'on soit, pourquoi pas, sans fabuler, qu'on soit les présidents des parieurs et que le jour où on leur dira n'allez pas jouer ce jour-là, eh bien ils n'iront pas jouer. Comme ça fera mal ou ça fait mal. Et si on n'a pas changé de nouveaux dirigeants, alors si on a des nouveaux dirigeants, la question ne se posera pas parce que le mouvement des travailleurs, le mouvement des parieurs travaille avec une conception précise, c'est dans la défense de l'intérêt des parieurs, avec une très bonne intégrité, une bonne moralité. Et là, on n'aura plus à se poser cette question. Mais si on ne veut pas changer ces têtes-là, faisons en sorte, avec la force du mouvement des parieurs, de récupérer un maximum d'adresses, de mails et de gens de la communauté des joueurs, la grande famille des joueurs, pour qu'un jour on crée un grand comité des joueurs, pour qu'à l'occasion, quand il y a des grands prix de donner, groupe 1, groupe 2, eh bien, il y a quelqu'un qui représente le mouvement des joueurs et qui vienne remettre un trophée pour... Jusqu'à maintenant, non. Tout le monde fait sa petite sauce dans l'institution des courses, au mépris des parieurs. Et quand les parieurs écrivent de temps en temps pour dire il y a une erreur, là oui c'est un bug informatique, comme ça m'est arrivé en 2014, où à la même réunion, Cavaillon, réunion numéro 3, et Chantilly, réunion numéro 3, vous leur dites vous avez fait un problème, ils vous écrivent oui, et alors j'ai des courriers où le PMU m'écrit dans ce sens, que j'ai remis à mon avocat, Maître Norbert Tricot. Et quand vous leur demandez de vous rembourser 9 euros parce qu'ils reconnaissent leur erreur, et ils écrivent sur les documents pour qu'on reconnaisse qu'on a fait une erreur, effectivement, nous allons y remédier. Mais quand vous leur demandez au PMU de vous rembourser 9 euros, ils vous envoient balader, pour ne pas dire autre chose. Il est temps que ça cesse, il est temps que les choses soient mises à plat, et pour tous les passionnés de course qu'on est, eh bien, on veut bien perdre de l'argent puisqu'on connaît le risque, mais on n'a pas envie que non seulement on perde, mais on nous pollue en toute illégalité au regard de toutes les institutions et des gens qui instruisent le gouvernement. Voilà, moi j'en ai terminé. Vous avez des questions, messieurs, il n'y a pas de souci. On posera les questions à la fin de l'introduction. Je vais passer la parole à M. Gérard Camberlin. Eh bien, bonjour à tous. Gérard Camberlin, président du mouvement des parieurs. Je suis ancien amateur au trot. Un frère ayant exercé pendant 17 ans, je suis issu d'une famille de propriétaires dans les 3 disciplines pendant environ une trentaine d'années. Je suis détenteur de points course PMU et président du mouvement des parieurs. Alors, le mouvement des parieurs est né à l'issue d'un très grand mécontentement de tous ceux qui nourrissent la filière dans son ensemble. Puis, dans un premier temps, je vais aller plus ou moins rapidement, mais je vais dire que dans un premier temps, nous avons constaté pendant quelques mois, entre amis, le mouvement des parieurs étant créé à la base 11 personnes, dont 6 patrons de points course. Et aujourd'hui, nous sommes très très représentatifs à l'échelle nationale, d'Om-Tom, et nous sommes aussi également suivis dans 45 pays dans le monde, à plus faible audience bien évidemment, mais concernant la France, croyez-moi que la couverture est quand même assez importante. Les ministères affiliés au GIE PMU sont informés de tout cela. Bien sûr, nous prouvons toujours nos assertions. Alors voilà,
nous nous sommes présentés, nous avons été reçus totalement méprisés, en se moquant de nous sur le fond humain, auquel nous sommes très attachés. Et puis, de là, nous avons commencé à observer les courses d'un autre angle, étant initiés, ainsi que les 11 personnes, bien sûr, de départ, du mouvement des parieurs. Et là, nous avons, au bout de 3-4 mois, fait des observations, référencé tout ce qui nous paraissait en temps d'irrégulier. Voilà, exactement. Alors, de là, nous avons adressé une demande de rendez-vous, auquel nous n'avons pas eu de réponse. Secondo, j'ai appelé donc ma direction régionale, et puis nous avons dit, voilà, nous allons écrire un courrier au PMU, parce que ras-le-bol de voir tout ce que l'on voit, et là on peut employer vraiment le terme, faire le tour, à nous, on ne peut pas. Alors, de là, mon directeur de région est venu gentiment, et puis nous avons discuté, nous avons pu constater, échanger, et croyez-moi que le mot étant employé, c'est un homme que je respecte, qui maintenant n'est plus dans ma région, il a changé de département, et a dit, bah, écoutez, monsieur Camberlin, le mieux c'est de faire un courrier, un nouveau courrier, je vais remonter l'information. Et puis, donc, un premier rendez-vous s'est effectué le 27 novembre 2013 avec le trot, le galop et le PMU. Alors, ça devait durer une petite heure, ça a duré 3 heures. Nous avons fait preuve, enfin, je veux dire, j'y suis allé seul parce que c'était une stratégie de se faire passer, bien évidemment, pour des petits, c'est-à-dire non représentatifs, afin d'observer à qui nous avions affaire, comme je le disais au début de ce que je vous explique, c'est-à-dire au début de parcours, pardon. Donc on l'a vu, hein, à part le mépris circulé, il n'y a rien à voir, faites comme vous voulez monsieur, tout va pour nous. Alors j'ai eu quand même 3 heures d'entretien qui n'ont abouti à rien, et donc en 2014 nous avons mené des opérations pendant toute l'année 2014 à 21 reprises, 21 manifestations de distribution sur les hippodromes, y compris les 3 grands prix des 3 disciplines. Nous avons attaqué par le prix d'Amérique, et là, nous avons commencé à nous faire entendre. Alors, nous avions mené déjà des opérations préparatoires pour frapper le chiffre d'affaires PMU, afin de démontrer aux concernés, et uniquement aux concernés, la représentativité, et le pari turf publié en 2014, dans les 3 premières semaines, moins 6% de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, on y trouve toujours les solutions pour dire que c'est pas, c'est ci, c'est là. Enfin bref. Bon, on reviendra à cela. Et puis un jour, nous sommes le 28 mai, donc je saute les étapes. Nous avons, le 28 mai, nous accompagnons donc le PMH, Paris Mutuel Urbain. Moins de chiffre d'affaires PMU égale, on revoit tout à tous les niveaux. C'est-à-dire, on revoit Equidia, on revoit le PMH, on perd beaucoup de nos hommes, de nos structures, tout autour de la filière. Alors, le 28 mai, j'ai demandé aux délégués si je pouvais dire un mot. Donc, j'étais sur les escaliers de France Gallo et nous avons donc dit, et c'est là que l'histoire commence, voilà messieurs, le nerf de la guerre, c'est l'argent, eh bien, Maison Lafitte n'est pas loin, alors allons Maison Lafitte, puis pour nous faire entendre, eh bien, bloquons les courses. Alors, on est moins de, à peine évoqué, donc tout le monde est parti pour aller bloquer l'hippodrome. Suite à cela, je suis donc sur l'hippodrome, et puis une personne m'appelle, me dit, Gérard, c'est bizarre, il y a un numéro plus bonus, la course n'a pas couru. Donc je fais le nécessaire, j'appelle notre petit service informatique et réglementation du PMU, et puis de là, elle me dit, c'est pas possible Gérard, sors vite le récipicé de ce jour, donc le 28 mai 2015. Sur ce récipicé, il y a un numéro bonus de la tirelire quintée, 0070. Donc nous nous sommes tus, nous avons fait stand-by pendant 8 jours, afin que toutes les poubelles de France, de tous les points courses PMU, soient au moins jetées, que nous soyons seuls avec ce récipicé, avec le PMU. Alors suite à cela, bien sûr, nous attendons 8 jours, et le vendredi,
suivante. J'appelle donc le PMU à 14 heures et je tombe sur la secrétaire principale, à laquelle j'ai le lien direct pour être informé dans nos échanges. Alors, je lui dis, voilà, Madame Fauconnet, mais avant ça, je m'en excuse, pardon. Avant ça, je téléphone donc à l'assistance du PMU. Disons, on ne comprend pas, on ne sait pas. Donc, pas de réponse. Bref. J'appelle donc mon directeur de région, mon nouveau directeur de région, dans l'incapacité de pouvoir me répondre à plusieurs heures, parce qu'on s'est contacté 2 fois dans la journée, et environ vers les 16 heures, je lui appelle, je dis, est-ce que vous avez une réponse, monsieur? Il me dit, non, vous voyez, il ne savait pas, donc il ne savait pas. Bref. Et puis, je rappelle donc le secrétariat à 17h50, et je retombe sur la secrétaire de direction, qui me dit, quand il est 14h que je l'appelle pour la première fois, je dis voilà, nous avons préparé une publication parce que nous trouvons bizarre qu'il y ait ce fameux numéro plus bonus. Attendez, monsieur Camberlin, avant de faire quoi que ce soit, j'appelle directement le service technique pour qu'il vous appelle immédiatement. Donc, 3h50 après, pas d'appel, et je rappelle donc à 17h50. À 17h50, quand je rappelle, la secrétaire principale me dit « C'est bon, monsieur Camberlin, vous avez eu votre réponse ?» J'ai dit « Non, non, madame, nous n'avons pas de réponse. Et nous savons que nous n'aurons pas de réponse, et à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. » Alors, suite à cela, nous avons expliqué notre sentiment, ce qu'il pouvait se passer derrière le rideau des courses à ce sujet. Alors, toujours pas de réponse. Vient le temps où, à la suite de ce numéro 0070 du 28 mai 2015, il y a eu 3 annulés et remboursés. Alors, le premier quintet qui a été annulé, donc c'était, je pense, les professionnels qui avaient bloqué, puis après il y a eu, je crois, le PMH aussi, donc il y a un fameux remboursement, ce récépissé remboursement, 0, 0, 0, 0, ce qui est normal, ne peut pas être retiré le numéro plus bonus, n'étant pas été déclenché, puisque le quintet annulé. Le fait est qu'un autre quintet a été également annulé, donc par remboursement. Nous avons donc tout édité, un étiquet bien sûr, le 0070 étant en lieu sûr. Donc ce troisième quintet annulé, il y a effectivement encore 0, 0, 0, 0, ce qui est tout à fait normal. Puis, dernièrement, comme nous avons pu tous le constater, un quintet a été stoppé à l'issue d'un jockey tombé à Auteuil. Donc, on a stoppé la course et nous avons donc remboursé. Par contre, qu'il y ait un numéro plus bonus, c'est normal. La course a été déclenchée, ce numéro plus bonus est donc tout à fait légitime sur ce ticket de remboursement total au parieur. Je ne sais plus le numéro, mais donc il est remboursé. Alors nous posons la question, pourquoi y a-t-il le numéro 0070 du 28 mai récépissé? Alors, bien sûr, nous n'évoquerons aucun détail sur ce que nous pensons, sur ce que nous pensons savoir, mais j'ai eu donc beaucoup de personnes, beaucoup de contacts qui sont venus, qui se sont déplacés à Valence, notamment des journalistes et chaînes de télévision. Alors, pour finir, je passe à l'enregistrement. On me dit Gérard, allez-y. Donc j'appelle le secrétariat 1 an, 4 mois après. Et puis je dis voilà, bonjour madame la secrétaire. Oui, monsieur Camberlin. Je dis je vous appelle. Est-ce que nous pourrions, au bout d'1 an et 4 mois, avoir au moins une petite réponse? Écoutez, je ne me rappelle plus du tout de votre numéro. Je ne comprends pas ce que vous me dites, monsieur Camberlin. Et je dis bien texto par ces termes. Je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez, monsieur Camberlin. Alors je n'ai pas pu me retenir et je lui ai dit « Vous êtes une menteuse ». Et elle a raccroché. Alors nous voudrions savoir l'objet du 0070. Une question simple. Nous souhaitons tout simplement une réponse simple. Croyez-moi que derrière le rideau, il doit se passer obligatoirement des choses. Imaginez-vous quand le mouvement des parieurs appelle le PMU, auquel je vends ces tickets, et auquel on ne me répond pas. C'est quand même bizarre, alors que l'on doit normalement s'empresser. Dans le début de notre parcours, bien sûr, nous sommes venus très poliment, avec une grande courtoisie.
nous avons dans le temps, après ôté un premier gant blanc, puis un deuxième, puis nous sommes devenus un petit peu plus virulents. Pourquoi ? À l'issue du ras-le-bol de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on constate aujourd'hui dans toutes les réunions, je dis bien dans toutes les réunions, et tous les jours. Alors, Maître Tricot, je pense qu'à cœur de remettre la transparence, comme nous sommes aujourd'hui tous ensemble, à tous les niveaux, partout où l'argent des parieurs est engagé. Alors je reviendrai sur la gentillesse de Dao, en disant que oui, effectivement, il faut un représentant ou plusieurs. Nous sommes 3 associations de parieurs, l'ANT, la FNT et le mouvement des parieurs. Alors, je tiens à préciser quand même une petite chose. Nous avons toujours été ouverts aux associations de parieurs, aux 2 autres associations de parieurs, et nous avons un retour qui est bien dommage. Au lieu de fédérer, j'avais proposé à monsieur Eric Interman en lui disant, écoutez, ça ne me dérange pas du tout, monsieur Interman, que l'on fasse qu'un et puis que l'on fasse groupe, tout simplement, par respect et du combat qu'il a mené depuis 20 ans. Et puis donc dernièrement, on vient de se rallier au JPFC. Nous sommes, je ne vous le cache pas, un peu déçus. D'ailleurs, je viens d'être banni suite aux commentaires que je viens de mettre pas plus tard qu'hier, concernant bien sûr ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit et le chemin qu'ils ont pris. Alors on sait tout ce qui se passe, tout ce qu'ils disent bien sûr, c'est pas joli, c'est bien dommage. Espérons que cela change, tout simplement. Et puis je vais vous dire une bonne chose, je pense que quand on veut prendre parti, je crois qu'il faut avoir patte blanche. Comme nous connaissons beaucoup de rouages et de tout ce qui se passe et depuis des années, et croyez-nous que nous avons plus de 400 socioprofessionnels dans l'ombre, qui n'attendaient justement qu'un jour cela explose. Alors c'est en train. Espérons repartir, et je le dis bien à toutes et à tous, à toute la filière, les institutions, à tous nos amis socioprofessionnels, à tous les parieurs, détenteurs de points course. Nous sommes prêts à repartir de zéro. Cela ira très vite, sans regarder dans les rétroviseurs, afin de relancer la filière course, puisque nous avons un projet de relance très simple à l'application, précis, garantissant la version des courbes immédiatement. Alors bien sûr, on n'en veut pas. Pourquoi nous n'en voulons pas ? Eh bien tout simplement, et je le crie haut et fort, puisque nos dirigeants et une grosse poignée de socioprofessionnels menant leurs affaires à bien dans tous les secteurs leur étant appropriés, eh bien on ne veut surtout pas de ce projet qui est le plus simple pour relancer la filière course au détriment de toute la filière. Quand je vois dernièrement que nous avons un de nos socioprofessionnels qui dort dans ses box, auquel sa femme vient de partir en disant « tu m'ennuies avec tes chevaux, j'en ai ras-le-bol », eh bien ça nous touche. Alors bien sûr, je pense que je ne fais pas de parti pris, mais je veux dire, tout le monde sait ce qui se passe, et aujourd'hui nous arrivons enfin, et c'est bien triste d'en arriver là, puisque nous avons quand même cœur, et nous avons toujours fait attention à la filière course. Nous sommes suivis par les ministères. Tout le monde est totalement informé du combat que nous menons. La police judiciaire des courses et jeux, la police judiciaire, les renseignements territoriaux, tout le monde est informé. Monsieur Le Foll aussi, Monsieur Sapin sortant, enfin ces 2 personnes sortantes aussi. Et puis nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement, en précisant bien sûr que le mouvement des parieurs n'est pas un combat politique, mais c'est un combat populaire, notamment pour le peuple parieur, qui ici, plus de parieurs et bien plus de courses. Alors nous avons attaqué dernièrement quelques opérations dans notre réseau, et nous frappons malheureusement à contre-cœur, je dis bien, puisque nous avons lancé une opération de grève gentiment, petit à petit, et je tiens à préciser que le programme qui était prévu cet été, auquel j'ai rencontré M. Bernard Hinault l'année dernière au Tour de France, quelques commissaires de course, Madame le maire de ma ville, donc j'ai fait une proposition afin d'être sur les axes autoroutiers juillet et août en aller-retour sur des banderoles de 15 à 22 mètres afin que la France en vacances puisse lire et être informée.
ainsi que toutes les étapes du Tour de France auxquelles nous n'avons plus qu'appuyer sur le bouton et nous pouvons sortir maintenant plusieurs centaines de milliers de tracts qui seront distribués, bien sûr, à tous les points de course parcourus que l'on fera en France. Alors, je tiens à le préciser, nous avons changé à la demande de Maître Tricot en disant, écoutez Gérard, Monsieur Camberlin, pardon, peut-être qu'on va éviter cela puisque sinon ça commettrait de graves et de lourdes conséquences. Alors nous avons décidé, et le mouvement des parieurs a décidé, d'être partenaire avec DAO pour tout ce qui se passe. Eh bien, ensemble, faisons force. Et je crois qu'avec vous, messieurs aussi, nous pourrons réussir de toute façon à relancer. Le combat est très simple. C'est une poignée qui représente et qui tient, comme le disait Maître Tricot, leurs affaires uniquement à leur avantage. Et aujourd'hui, il faut que les choses changent. Puisque sinon, tous les socioprofessionnels que nous avertissons, que nous voyons sur les hippodromes partout, auxquels nous examinons et nous échangeons, tous en tête-à-tête nous disent, effectivement, on ne peut pas vous dire, alors on peut être un petit peu plus virulent aujourd'hui, je l'admets, eh bien c'est parce qu'au bout d'un moment donné, ça devient lassant, alors on peut avoir quelques chaleurs, mais enfin je veux dire, la base est d'abord le respect et le respect de la filière. Vive le cheval, vive les courses, et puis nous pensons tous que nous allons pouvoir y arriver, et véritablement, il est très dommage d'en arriver là. Voilà. Merci. Ce que je propose pour cette première partie de la conférence de presse, c'est avoir des questions-réponses sur les premiers points, et dans la deuxième partie, nous aborderons la question de la proposition de loi et du projet d'assises nationales des courses. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pensez que vous aurez une réponse quand au propos de la plainte du succès? Alors, pour combien de temps? C'est simple, c'est ce que m'a rappelé avant-hier, lorsque j'ai déposé la plainte, la substitut du procureur de la République au pôle financier. Elle applique strictement le code de procédure pénale, c'est-à-dire 3 mois. Et parce que le code de procédure pénale me permet, au bout de 3 mois, si le procureur place sans suite la plainte, de saisir aussitôt le doyen des juges d'instruction pour que soit nommé un juge d'instruction. Et je ne vous cache pas que j'ai l'habitude des affaires sensibles et qu'il m'arrive souvent d'avoir des affaires classées sans suite par le procureur de la République, d'être obligé de déposer plainte devant le doyen des juges d'instruction. Une fois que le doyen a fait nommer un juge d'instruction, il m'arrive de me retrouver avec encore le parquet qui donc fait une réquisition pour demander au juge d'instruction saisi de rendre une ordonnance de refus d'informer, ce qui me contraint en tant qu'avocat à interjeter appel, former un recours à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Et là, enfin, puisqu'effectivement la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation nous est favorable, puisque nous déposons toujours des plaintes avec des preuves étayées, et que d'ailleurs nous avons pour tactique de déposer une partie des plaintes et au fur et à mesure on alimente. Et donc là, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris nous donne raison et le juge d'instruction est obligé d'informer. Et c'est seulement quand il y a un juge d'instruction qui informe que les choses se passent correctement. Car comme je l'ai rappelé, le juge d'instruction est un magistrat indépendant. En tant qu'avocat et plaignant partie civile, je peux faire des demandes d'actes d'instruction. Comme l'a rappelé M. Daoud Benchik, une autre demande prioritaire, il a appelé ça avec malice l'autopsie informatique, mais en fait c'est une perquisition informatique. C'est-à-dire que nous demanderons que tous les systèmes informatiques, etc., soient effectivement audités, perquisitionnés par des officiers de police judiciaire et que soient saisis certains disques durs. Nous demandons par exemple qu'une société de services informatiques qui a été liée à un ancien président du PMU, société informatique bien connue, qui a traité, je ne citerai pas son nom, là aussi fasse l'objet de perquisition. Comme ça, ce sera le moyen de s'assurer des failles informatiques dont nous avons la preuve. Nous demanderons des auditions de confrontation. Donc nous demanderons à ce que certains dirigeants du PMU et des sociétés mères soient entendus, soient confrontés. C'est l'avantage lorsqu'il y a une instruction. L'avocat des parties civiles que je suis peut faire ce qu'on demande, des demandes d'actes de procédure. Et
là, effectivement, je fais confiance à l'indépendance des magistrats instructeurs. Eux sont moins sensibles que le procureur de la République à un coup de fil du ministre de la Justice, à un coup de fil du ministre de l'Intérieur, un coup de fil du ministre de l'Agriculture. Là, il y a indépendance du juge d'instruction. Donc, j'ai déjà prévenu mes clients qu'il existait une probabilité d'au moins 50% que notre plainte auprès des procureurs de la République, dans les 3 mois, soit classée sans suite. Parce qu'effectivement, ce sont des enjeux financiers importants, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu, donc nous n'avons pas trop d'illusions. Comme nous le savons, ça a été évoqué, vous avez un reportage qui a été fait par une grande chaîne de télévision. Ce reportage, il a été demandé sur le monde des courses, qu'il soit censuré, qu'il soit retiré du site de la chaîne Replay, etc. Donc nous savons qu'en face de nous, nous avons des puissances d'argent très importantes. Quels sont les moyens donc de faire des pressions? Nous savons qu'une partie de la presse hippique n'est pas indépendante, et on vous remercie d'être présent, parce que c'est une preuve d'indépendance en tant que journaliste. Donc nous savons fort bien que les enjeux sont importants, et comme je le rappelais, une infime petite minorité, dans sa volonté d'enrichissement personnel, est en train de détruire la réputation d'une grande filière hippique qui est la fierté de la France. Et donc nous sommes là pour faire en sorte que les choses se passent bien. C'est pour ça que dans la deuxième partie de la conférence de presse, nous évoquerons quelques solutions concrètes en matière de nos propositions, en termes de propositions de loi. Donc là, pour la plainte, côté procureur, nous n'avons pas trop d'illusions, mais on aura peut-être une bonne surprise. Peut-être grâce à vous d'ailleurs. C'est la médiatisation qui fait que eh bien, les pressions sont moins importantes. Donc, de fait, nous sommes là pour mobiliser tous les amoureux des courses hippiques, tous les socioprofessionnels de la filière hippique, tous les travailleurs du secteur, tous les parieurs, dans la pluralité, tous les journalistes qui veulent des courses transparentes et propres. Et effectivement, là, il y a des choses positives qui vont se passer. De fait, la plainte pénale, ça n'est qu'un instrument de sensibilisation. Si le PMU, si les sociétés de course avaient accepté d'ouvrir le dialogue, avaient chaque fois accepté, lorsqu'une réclamation par orale et par écrit leur est faite, de répondre, au lieu de traiter l'ensemble des professionnels hippiques, l'ensemble des parieurs par le mépris, nous n'en serions pas arrivés là. Déposer une plainte, c'est un acte grave. Et ça aurait pu être évité. C'est de la responsabilité du PMU et de ses sociétés mères d'avoir créé cette situation. Donc nous souhaitons d'urgence qu'il y ait des mesures correctrices prises. Et c'est pour ça que nous faisons des propositions, comme une proposition de loi et la demande d'organisation d'assises nationales du monde des courses, de tables rondes ouvertes dans la transparence et le dialogue le plus total. C'est parce que nous sommes dans une situation de crise latente. Et effectivement, les statistiques, comme je l'ai rappelé, de prise des paris baissent. C'est pour ça que le PMU essaye de compenser à l'international, qui s'est aussi un peu diversifié dans les paris sportifs et non plus seulement les paris hippiques. Mais cette situation-là ne peut pas continuer. D'ailleurs, comme vous le savez, y compris les sociétés mères, les sociétés de course, ont fait des projections. Et elles s'aperçoivent qu'il y a une baisse de rentabilité. Et donc, on ne peut pas rester dans cette situation. Car si la défiance, la méfiance des parieurs continue de s'amplifier, nous allons arriver à une catastrophe et une faillite financière de la filière hippique. Donc, il est temps de réagir, il est temps de rétablir la confiance pour tous les parieurs, pour tous les professionnels. Il ne faut pas qu'une petite minorité de fraudeurs et de tricheurs mettent en danger plus de 180 000 emplois et mettent en danger la réputation, y compris française, parce que nous avons une expertise dans le domaine des courses hippiques qui nous est enviée au plan mondial. Nous ne pouvons pas laisser détruire. C'est partie du patrimoine national. Nous avons des haras, nous avons des éleveurs de chevaux fantastiques. On vient acheter à Deauville parmi les meilleurs pur sang, etc. Donc, ça fait partie du rayonnement français. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'une minorité de personnes corrompues mette en danger ce patrimoine national. Si vous avez d'autres questions.
Question, messieurs? Question? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Question? je vous propose de passer à la deuxième partie de cette conférence de presse, c'est-à-dire celle relative au fait que nous souhaitons faire déposer une proposition de loi. Donc, nous souhaitons faire déposer une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est une initiative parlementaire. Donc, nous allons rencontrer les nouveaux députés qui vont être élus. Nous allons rencontrer les sénateurs qui, eux, sont déjà élus. Il se trouve qu'à titre personnel, j'habite pas loin de l'hippodrome de Maisons Laffitte. Et donc, j'ai déjà contacté différentes personnes, dont, je l'espère, la future députée de la 5e circonscription des Yvelines, pour favoriser le dépôt de cette proposition de loi. Cette proposition de loi, c'est une proposition pour la transparence des courses hippiques et la réforme des sociétés de courses et du pari mutuel. Un des premiers axes de cette proposition de loi, en sachant que nous souhaitons qu'il s'agisse d'un débat le plus large possible, c'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires qui soient mises en place, qu'il y ait des auditions par les parlementaires de l'ensemble des socio-professionnels, des professionnels de la filière hippique, ainsi que des parieurs. Nous souhaitons que le débat soit le plus large possible. Et l'urgence pour nous, c'est d'abord d'avoir des dispositions qui soient prises pour mettre fin aux intolérables actuelles situations de conflit d'intérêts. Par exemple, il n'est pas normal qu'un commissaire des courses, alors qu'il lui interdit de parier, de jouer pour la course dont il s'occupe, ait la possibilité de parier pour d'autres courses. Parce que par un système croisé, un de ses collègues commissaires aux courses, qui lui ne parie pas dans la course dont il s'occupait, va le favoriser pour la course dont il s'occupe. C'est le système croisé. C'est comme les attachés parlementaires. Je ne peux pas employer mon fils. Je vais demander à un de mes collègues de recruter mon fils s'il y a une interdiction. Mais là, c'est le même principe dans le domaine des courses. Là aussi, il faudrait qu'on interdise à certains propriétaires, etc., de pouvoir parier. Donc, nous allons faire des propositions très précises pour mettre fin à ces situations de conflit d'intérêts qui peuvent favoriser ce qu'on peut qualifier de délit d'initié. Et d'ailleurs, nous souhaitons que la notion de délit d'initié, qui existe en droit boursier, le délit d'initié, c'est disposer d'informations privilégiées et confidentielles pour pouvoir spéculer en bourse et en tirer un avantage, alors que l'ensemble des boursiers ne connaissent pas ces informations. Et là, il existe pour mettre immédiatement fin au scandale des centimes dont j'ai parlé. Donc nous demandons qu'il soit interdit de retenir des centimes et que les parieurs aient droit à l'intégralité de la somme qu'ils ont gagnée. Nous demandons également que soit bien précisée la notion de produit des gains non réclamés, de façon à ce qu'il soit clairement établi qu'en aucun cas les centimes de parieurs gagnants identifiés ne puissent être assimilés à des produits de gains non réclamés par des joueurs anonymes et inconnus. Nous souhaitons également une réforme des différents codes des courses. Nous souhaitons préciser plusieurs notions. Par exemple, la notion d'incident grave dans le code des courses, qui permet, s'il y a un incident grave, au commissaire des courses d'arrêter une course. Personne n'a jamais défini qu'il y ait égalité des chances pour tous les parieurs et qu'il n'y ait pas d'arbitraire. L'erreur est humaine, ou si on a été
mis sous pression, eh bien, à partir du moment où un commissaire aux courses, à partir du moment où un juge aux allures, à partir du moment où un juge au départ a un code beaucoup plus précis, il n'y a plus d'interprétation, même s'il subit les pressions de certains amis. Nous voulons un code des courses qui soit extrêmement clair et efficace, qui ait plus d'interprétation large, parce que malheureusement, les interprétations larges, comme par hasard, ça se fait toujours au détriment des parieurs. Donc il est temps que ça cesse. Donc nous souhaitons effectivement qu'il y ait un toilettage du code des courses avec des dispositions claires, nettes, équitables et strictes. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc on ne peut plus accepter, excusez-moi l'expression, les flous artistiques actuels au niveau du code des courses. Nous souhaitons également que les règlements des jeux du PMU soient encore un peu plus précis pour éviter là aussi des erreurs d'appréciation. Donc, dans cette conférence de presse, nous ne pourrons pas entrer dans tous ces détails. On va déjà répondre à vos questions quelques générales. Sur le plan général, nous sommes là pour vous donner quelques indications. Et puis, bien entendu, comme je l'ai rappelé, nous souhaitons que l'ensemble des professionnels de la filière éthique, l'ensemble des parieurs, soient associés à nos réflexions pour aboutir à la meilleure des propositions de loi. Et si après ça devient la meilleure des propositions de loi, pourquoi pas, elle pourra être transformée en projet de loi et c'est le gouvernement qui en prendra l'initiative. Mais nous souhaitons d'abord qu'il y ait la concertation la plus générale possible. Pour l'instant, le PMU et les sociétés de course nous ont fermé la porte, ont refusé le dialogue. Nous souhaitons que soit réouvert un dialogue. Et donc, la voie de la proposition de loi pour la transparence des courses hippiques et la réforme des sociétés de courses et du PMU, du pari mutuel urbain, pour nous, ça nous apparaît une urgence. Donc, nous ne nous contentons pas uniquement de déposer plainte. Et comme je l'ai dit, si nous avons déposé plainte, c'est parce que le PMU a refusé de répondre aux preuves que nous lui avons apportées. Nous souhaitons également avoir une démarche positive, et c'est pour ça que nous allons porter cette proposition de loi. Donc, je vous ai donné quelques idées du contenu des mesures que nous souhaitons voir dans cette proposition de loi. Je vous ai indiqué le projet d'Assise nationale des courses et de table ronde de l'ensemble des professionnels de la filière hippique et des parieurs. Là, nous sommes à votre disposition, M. Daoubenchik, M. Gérard Camberlin et moi, pour répondre à vos questions à ce sujet. Le mouvement des parieurs, c'est combien, vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? Alors, au mouvement des parieurs, adhérents, nous n'en avons aucun. Nous avons un président, un secrétaire général et une trésorière. C'est volontaire. À la base, nous avons démarré notre combat sans association. Elle est officielle depuis le 5 juillet 2014. Donc c'est volontaire, hein, comprenez-le bien. Madame, vous qui êtes arrivée en dernier, est-ce que vous voulez poser des questions? Pas de souci. Malheureusement, j'ai raté le début, effectivement. Donc moi, je ne suis pas journaliste. Je travaille avec le mouvement Equistratis. D'accord. Et je ne sais pas si vous avez un document qui... Parce que là, je On va suis un peu déjà comme vous un mettre cheveu sur la soupe bien sûr. pour poser des questions. Nous, on encore connaît plus, Equistratis, donc, et comme nous sommes là justement pour élargir le débat, donc nous sommes ravis de votre présence. Alors la première partie de la conférence de presse a été consacrée à la plainte que nous avons déposée avant-hier, et la deuxième partie, c'est sur la proposition de loi que nous comptons déposer. Par rapport à la proposition de loi, justement, il me vient une idée que vous pourrez écrire et en débattre par la suite. C'est pour la réforme du code des courses, c'est de voir comme dans certains pays, je pense notamment au Canada, où quand un cheval il part au galop, il est déclaré non partant. Oui. Vous voyez ? Qui fait que le parieur, il se sentira déjà moins lésé, comme par exemple dans deux cas de figure.
Premier cas de figure, vous avez un Jean-Michel Bazir qui fait 25 foulées de galop au départ, on le laisse, il n'est pas disqualifié. Vous avez un petit gars de province qui a fait 800 km, qui vient à Enghien, et à Vincennes, il a fait 4 foulées de traquenard. On lui signifie déjà par les juges aux allures, parce que vous avez les juges aux allures et les commissaires de course, deux choses différentes. Et là, on lui signifie de se retirer de la course. Le gars, il ne comprend pas. Hein? Voire aussi dans certains cas où vous avez des drivers étrangers, quand ils viennent à Vincennes, ils ne comprennent pas forcément le code des courses. On leur demande de se retirer d'une course, les gars, ils continuent la course, et en même temps, ils gênent les autres. Donc, dans la réforme du code des courses, il faudrait prévoir, justement, Des améliorations. voilà, une amélioration à ce niveau-là. Quand un cheval il est disqualifié, eh ben, pour couper court à tout, qu'on fait 2 poids de mesure entre des jockeys professionnels et des types qui ont une petite écurie, eh ben, quand il est au galop, eh ben, il est déclaré non partant. Il n'y aura pas d'incidence financière pour le pari, pour le PMU, puisqu'il y a eu des enjeux sur cette course, et que sur la masse restante, donc même s'il est déclaré non partant, il y aura la même distribution qui est prévue par rapport au prélèvement. Donc ça, ce serait une bonne initiative à en discuter. Et ça permettra de redonner déjà la confiance au joueur. Parce que le joueur est toujours pris pour le dindon de la farce. Le joueur joue, peu importe le montant, sur un cheval. Si on lui dit qu'au bout de 20 mètres de course, son pari peut déjà l'envoyer à la poubelle, alors que la course, elle dure 3 minutes, il est échaudé, quoi. Donc, ce serait bien... ce sont des lignes, je me permets, Dao, ce sont des lignes qui font partie, bien sûr, du projet de relance du mouvement des parieurs. Alors, nous n'avions pas noté sur le côté du trot, mais nous ferons part dans un second temps, à partir du moment où, je le précise, nous serons tous autour de la même table, hein, bien sûr, en partant du point zéro, sans regarder dans les rétroviseurs pour relancer la filière course, auquel, dans ce projet de relance, tous les points qui ont été lus par des centaines de personnes de tous bords, de tous parieurs, de toutes personnes et acteurs de nos arrivées des courses, qui nous ont tous dit, sans exception, je dis bien, oui, effectivement, si c'était comme cela votre projet de relance, qui est très simple à l'application, nous pourrions relancer, bien sûr, la filière cheval, premièrement, et retrouver et recouvrer la totale confiance des parieurs. Chose, bien évidemment, que l'institution, l'exécutif de nos maisons mères ne veulent pas. À partir de ce moment-là, où ils ne seraient plus maîtres comme ils le sont depuis des décennies, et puis tous les rouages accompagnant chaque jour à leurs propres intérêts. Alors, tout à l'heure, on évoquait la vidéo, maître. Alors, cette vidéo qui a été enregistrée par, je crois que c'était la CAPA, je crois, hein, donc Canal+, spécial investigation, Paris sous influence, course truquée. Alors, effectivement, c'est vraiment lamentable d'observer des choses telles que... Nous avons donc récupéré cette vidéo que vous pouvez trouver sur notre page communauté du mouvement des parieurs, que nous avons renommée « Le trot en bande organisée contre le mouvement des parieurs ». Cette vidéo, à la demande, et je l'évoquais avant que nous soyons en direct, a été supprimée, totalement supprimée de Dailymotion et de YouTube, à la demande de certaines personnes. Alors c'est là où je mettrai un point fort sur ce que j'appelle la possibilité de la réussite à tous les niveaux à partir du moment où l'être humain le souhaite. Alors, on voudrait savoir qui a fait supprimer cette vidéo, et je crois que derrière cela, ça donnerait déjà un grand trait sur l'éthique et sur la confiance, bien sûr, en disant, voilà, ce sont eux. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un moment donné où tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde, quelque part, se tait en comparaison de ceux qui veulent évoquer et mettre sur table, bien sûr, puisque cette vidéo étant supprimée, que nous avons donc republiée, nous pensions avoir une demande du CSA, une demande de Canal+, et puis nous avons entendu, nous avons donc rediffusé ce 15 minutes 36 secondes, et puis personne n'est venu nous voir. Alors on n'a pas besoin de se poser des questions, nous savons pourquoi personne n'est venu nous voir, bien sûr,
Et je vous propose de regarder cette vidéo qui est un scandale auquel José Dominici, qui est bien sûr la totale victime, on y voit avec cette affaire de l'ami d'un soir, on y voit aussi, et c'est là où je demande à la France entière, de faire un petit pari. Qui est-ce qui dit dans cette vidéo en tant que professionnel, driver, entraîneur, oui, effectivement, les parieurs sont bien lésés. Et là, je crois que vous allez rester quand même assez surpris. Alors c'est bien dommage parce que tous ces gens qui, justement, évoquent ces choses-là, aujourd'hui, nous les connaissons par cœur, sur le bout des doigts, sous toutes les coutures. Nous savons exactement qui, quoi, comment. Eh bien, nous nous donnons rendez-vous, et comme je le disais tout à l'heure, à ce rendez-vous pour la transparence, avec grand plaisir, peut-être et sûrement, nous l'espérons, c'est de repartir du point zéro, ne pas regarder dans les rétroviseurs, et avançons. Alors, cette vidéo, je vous propose tous de la regarder. José Dominici, qui est notre président d'honneur, qui a été fortement touché, nous tenons à donner quand même ce résultat qui est allé jusqu'à aux Europes, pardon, je cherche en juridique européen, si je peux le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme maître, eh bien, on lui a dit au bout de 7 ans, et donc il vient de finir de payer ce procès en lui disant « Monsieur José Dominici, vous avez tort d'avoir raison. Donnez-nous 25 000 € et rentrez chez vous. » Bravo, l'institution des courses. J'ai honte aujourd'hui pour ces gens-là qui ont instruit cette affaire autour de cet homme, auquel on y voit même M. Jean-Michel Bazir. Je ne ferai pas de parti que pour M. Jean-Michel Bazir, parce que nous lui reconnaissons son professionnalisme et son pilotage, bien évidemment. Alors, on y voit arriver même dans la ligne droite, hein, avec l'ami d'un soir, avec son cheval au traquenard, donc il n'y a même pas eu de déclaration d'enquête. Effectivement, il fait, c'est là où je reprenais les 24, on est sur du 24-25 foulées de galop, on rentre dedans, pas d'enquête, même à l'issue de la ligne droite d'arrivée. Je crois que ce n'est pas plus difficile à comprendre. D'ailleurs, vous y verrez le comportement de monsieur le président du trot, Dominique de Bellègue. Vous y verrez aussi monsieur Guillaume Mauprel, je me permets de le dire, puisque c'est à vue de toutes les personnes qui veulent. Et puis, bon nombre de personnes aussi, voyant, et surtout, le fameux commissaire de course aujourd'hui, qui est au 4e étage. À vous de voir. Voilà votre sentiment. Si vous voulez continuer en ce sens, eh bien continuons. Nous continuerons notre combat jusqu'à ce que, et nous ferons appel bien sûr à l'État, en espérant, je le disais tout à l'heure, des gens veulent bien se dire, allez, on a la possibilité, fonçons, tout ne sera pas, façon, puisque la filière est bien évidemment en déclin. Je disais tout à l'heure, notre programme prévu sur le Tour de France et sur les axes autoroutiers par 3 points des juilletistes aller et retour n'aura donc pas lieu. Tout était budgété, je tiens aussi à le préciser. Donc nous sommes là aujourd'hui, ce sera l'ultime. Et nous faisons très attention à la filière course. Et puis dans un second temps, je pense que beaucoup de choses vont ressortir de cela. Je pense qu'il faut la volonté des gens, on a tout ce qu'il faut, nous avons un joli produit, nous avons des magnifiques chevaux, nous avons un tas et une quantité bien plus importante d'hommes, de femmes et d'hommes socioprofessionnels intègres, qui vont plutôt donner 2 carottes qu'une picouse à leurs chevaux, excusez-moi le terme, qui sont totalement reconnus. Nous avons 5 points fondamentaux pour relancer cette filière qui est très simple à l'application. Je me répète, pardon, eh bien, les portes sont ouvertes. Honneur et ouvrons à toutes ces personnes qui voudront relancer la filière course hippique. Et je précise que nous sommes tous liés. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons tous être à la même table. Voici. Ce que je propose, c'est encore de continuer d'autres illustrations concernant nos propositions de loi. Je vais tout d'abord exposer des éléments relatifs à la réforme des codes des courses pour supprimer certaines ambiguïtés que j'ai développées. Mais notre proposition
proposition de loi, en sachant qu'on peut la veut la plus consensuelle possible, après un débat le plus large possible avec les parlementaires et avec les professionnels de la filière. Nous souhaitons également qu'il y ait un volet institutionnel, pas seulement une réforme du code de bourse, mais il y ait un volet institutionnel dans le sens que nous souhaitons que notamment l'organisation du PMU soit réformée avec une transparence intégrale des comptes, ce qui n'est toujours pas le cas, malgré les recommandations de la Cour des comptes. Nous souhaitons qu'il y ait une organisation paritaire du PMU et que les parieurs, notamment, soient représentés. Nous souhaitons que soit créé un fonds de modernisation de la filière hippique. Nous souhaitons également un fonds aussi pour le financement de la transition écologique de la filière hippique. Nous demandons notamment une réforme du décret du 20 mars 2015 qui a validé un peu à la hâte le fait que les produits des gains non réclamés soient affectés au financement de la retraite du personnel des sociétés de course. Comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué que serait mis en place un système de réforme et d'unification des régimes de retraite. Et donc, on arrivera à la suppression des régimes spécifiques de retraite, dont on trouve celui du personnel des sociétés de course. Nous souhaitons une progressivité. Il y a des avantages acquis. Nous demandons que très rapidement, 50% du produit des gains non réclamés soit affecté à un fonds de subvention et prioritairement un fonds de subvention de la transition écologique du numérique, par exemple, pour créer des emplois par transformation du fumier équin en biogaz. Donc, nous avons des possibilités de créer des emplois et nous estimons totalement injuste qu'il y ait une captation du produit des biens non réclamés uniquement pour la retraite du personnel des sociétés de course. Donc, ça fait partie des visions concrètes que nous ferons. Il y en aura d'autres. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une réflexion que nous avions tous rencontrés parlementaires, qu'il y ait des auditions au Parlement à ce sujet. Donc, nous souhaitons une transparence totale. Et effectivement, il est urgent que les comptes du PMU, comme le demande la Cour des comptes, soient transparents, fassent l'objet du commissaire aux comptes et qu'effectivement, les parieurs puissent savoir où va leur argent. Et effectivement, l'urgence, c'est de mettre immédiatement fin au scandale des centimes. Le PMU, pour un pari simple, doit payer intégralement au centime près les gains des parieurs. Et là aussi, ça fait des dizaines et des dizaines de millions par an qui sont détournés par le PMU au préjudice des parieurs. Donc, nous souhaitons qu'effectivement, il y ait un texte de loi qui mette fin à ces pratiques du passé. Le temps de l'impunité, le temps d'une petite minorité qui s'enrichit au détriment de plus grand nombre, ça doit prendre fin. Notre objectif, c'est de favoriser le développement de la filière hippique et c'est rétablir la confiance des parieurs. Comme on l'a indiqué, il y a une chute des paris et ce n'est pas le développement international du PMU fait dans des conditions non éthiques qui va favoriser ça. Et c'est pour ça que nous souhaitons également des dispositions éthiques. Nous souhaitons qu'il y ait un code de déontologie des courses. Parce que le code de déontologie des courses, et nous souhaitons qu'il y ait des commissions de déontologie avec sanctions disciplinaires. J'ai donné des exemples de situations de conflit d'intérêts dont nous voulons que la loi les interdise. Mais là aussi, pour que ça puisse être efficace, chacun sait qu'une loi sans décret d'application, ça n'a aucune efficacité. Chacun sait qu'un dispositif légal et réglementaire, sans mesure de contrôle, sans sanction disciplinaire, sans légal, ça n'a aucune efficacité. Actuellement, personne
personne n'est en mesure de vérifier si un commissaire aux courses n'est pas en connexion avec un autre commissaire aux courses, alors qu'il n'a pas le droit de parier pour la course dont il s'occupe, si effectivement il ne s'arrange pas avec un autre de ses collègues pour faire des paris croisés. Donc là où tout ça et les qualifications de conflit d'intérêt interdites et qui pour l'instant ne sont pas suffisamment larges et suffisamment contrôlées, ne sont que purement théoriques. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle en la matière. Et la police des jeux est totalement impuissante pour vérifier ce qui fait de ces situations d'intérêt qui faussent les paris et qui rendent les paris inéquitables, puisque comme je l'ai dit, il n'existe même pas de délit d'huissier dans le domaine des courses hippiques, alors que ça existe dans le domaine boursier. Donc, c'est sur l'ensemble de ces points, nous souhaitons qu'il y ait une réflexion consensuelle de tous les acteurs. Par rapport au commissaire de course, j'avais évoqué avec mon ami Gérard ce Camberlin, le fait est qu'il faudrait professionnaliser le métier de commissaire. Actuellement, comme partie d'une société de course, dans une société de course, on peut passer à un concours de commissaire de course, mais en général, ceux qui font partie des sociétés de course, c'est la sœur du driver, c'est le frère de l'entraîneur, c'est le copain du propriétaire, et tout ça qui fait que dans la loi de moralisation que Emmanuel Macron est en train de mettre en place, on peut rebondir là-dessus et rendre les commissaires et les juges aux adultes, deux choses différentes, les rendre par un métier professionnel et des gens qui ne font pas partie donc de ce qu'on appelle le travail, ou juste qui a un conflit d'intérêt. Là, ils seraient jugés, c'est-à-dire que si un commissaire, il oublie, il ne fait pas la différence entre un cheval à l'amble et un cheval au tractard, eh bien, on puisse le sanctionner et lui dire, à un moment donné, on le remplace par un autre. Parce que là, on joue avec l'argent des gens quand même. Donc, professionnaliser ce métier et éviter justement pour que ces gens qui soient en place, que ce soit dans le domaine juge aux allures ou commissaire de course, n'aient pas du tout un intérêt, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alors j'ai pas mal au sujet de ce que tu dis, Dao. Ça n'arrivera jamais, ce qui paraît. On entend un petit peu dans les institutions, ça n'arrivera jamais. On n'aura non plus jamais de représentativité au sein des institutions du côté des parieurs. Eh bien, je précise qu'il va falloir, et même si ça ne plaît pas à certains, il va falloir pourtant que ça se mette en place. Maintenant, je reviendrai sur un point. On parlait, vous disiez, maître, de la PJ, qui n'a aucun pouvoir. Alors, effectivement, beaucoup de gens ne sont pas sans savoir que nous avons été reçus dans leurs locaux. Nous avons transmis plus de 200 constats de tricherie aux institutions, aussi également à l'issue du rendez-vous que nous avons eu le 2 octobre 2014, 2 jours avant l'Arc de Triomphe. Et suite à cela, donc, je me rappelle d'une chose, je vois le directeur général de France Gallo qui était en face de moi. Dans ces 200 constats, là je tiens à ce que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire, dans ces 200 constats, nous avons mis et injecté 10 constats de tricherie très fins qui peuvent être lus par des initiés. Alors ce jour-là, monsieur Delegue, pardon, je dis, excusez-moi, pardon, je m'en excuse, est en face de moi, il me dit, monsieur Camberlin, voici les référencements, on a vu celui-ci, vous savez, ça, on n'a rien vu, on ne sait pas. D'accord. Monsieur, vous constatez 10, d'accord. Et les 190 autres, monsieur, qu'en faites-vous? Et puis c'est bizarre, parce que les 10 que nous avons mis en très fin, c'est ceux qui nous ont sortis. Comme quoi ils voyaient clair. Voilà, je tiens bien à préciser. Comme quoi, à l'inverse, on prend bien les tailleurs littéralement pour des idiots. Tout simplement. Ils connaissent leur métier, ils savent très bien ce qui se passe, ils connaissent l'application du code des courses et la PJ pour en revenir, étant informé, je pense, de tout. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de pouvoir, ce qu'il y a, ça viendra maintenant de l'État. Et aujourd'hui, si nous donnons, je dirais par axe de la police judiciaire des courses et jeux
dire qu'aujourd'hui, nous ne serions pas là, le mouvement des parieurs n'existerait pas, et tout irait, je pense, pour le mieux. Je crois qu'à l'échelle nationale, identitaire de tout ce qui se passe, je crois qu'on est tous conscients, on est tous chez nous, chacun chez soi, dans nos lobbies, dans nos passions, on se rend compte de tout ce qui se passe. Finalement, c'est partout pareil, sauf que vous changez le produit, sinon c'est à l'identique. Moi, je crois que sa motivation des gens, la volonté, l'intégrité, et puis voilà, puis quand on fait, c'est une vision d'ensemble. Nous avons aujourd'hui à la tête des institutions beaucoup de gens qui ne veulent que pour leur propre fonctionnement. Alors que tout le monde le dit, de toute façon. Mais on avance. Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut s'unir pour assainir la filière, parce qu'elle est quand même assez atteinte par les rouages et bon nombre d'irrégularités. Au vu de tout, ça n'avance pas. Alors je crois qu'il est grand temps de faire le ménage, effectivement, et de mettre les gens qui sont fautifs, bien sûr, au devant de la scène. Alors, on en arrive toujours au même point. Voilà, alors que faut-il faire? On a fait, nous, de notre côté, des parieurs, nous avons malheureusement bloqué le Grand Prix de la ville de Lyon, le 25 mai 1969. Le PMU a porté plainte contre X. On y voit M. Camberlin, on y voit quelques tas. Quand ils ont vu arriver ce qui arrivait, parce qu'on a dit que nous étions qu'une petite poignée, donc on est 22 en mission, j'ai déclenché, je me suis fait gronder d'ailleurs par nombre de personnes au sein du monde des parieurs, puisque nous avons déclenché avant le début des opérations, et je sais bien les chevaux étant encore dans les box, et je n'aurais pas dû, je regrette, nous aurions fait ça au quintet, nous étions donc plus de 100 sur la piste. Dès qu'ils ont vu arriver sur Lyon ce qui se passait, et l'équipe qui était en train d'arriver, parce qu'ils étaient 60, ils sont restés devant, bien sûr, l'entrée auquel ils ont tout fermé, ils sont repartis tout simplement. C'est, je crois, mon cœur qui a frappé à ce moment-là. Allez, on déclenche tout de suite, au lieu de déclencher un les gens seront là. Voilà, c'est mon cœur qui a frappé. Sinon, il n'y aurait pas eu de quintet, tout simplement. Ça aurait été remboursé tout à fait. On a quand même, du côté du monde des parieurs, un cœur. On est là, mais on n'est pas là pour tout casser comme on a essayé de le prétendre. Non, nous essayons de passer au moment où il faut et c'est nécessaire pour avancer, relancer la filière course. On a tout fait, on a tout essayé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule solution. Ce que nous sommes en train de faire petit à petit. Et bien, nous frappons le chiffre d'affaires depuis 2013 et gentiment. Voilà. On aurait pu faire beaucoup plus lourd que ça, je tiens quand même à préciser. Et je tiens aussi à préciser que si nous avons voulu arrêter l'Arc de Triomphe 2014, il ne suffit de demander à la police judiciaire des courses, auquel j'ai demandé de répéter ce que nous avions, les questions qui m'ont été posées dans leurs locaux. À votre avis, est-ce que c'est donc ils n'ont pas M. Odo, je m'excuse, je répète, M. Delay, M. Odo, quand j'ai posé cette question, monsieur la police judiciaire, pour vous, c'est non, c'est pas petit. Alors là, on a vu les visages en face. D'ailleurs, c'est surtout à quoi ils se mettent à cheval pour essayer de nous faire passer. Alors j'ai proposé à tous ces gens de venir avec nous, de faire voir qui nous sommes. Plein de personnes n'est moi, M. Michel Dos également, du PMU. Voilà. À retraite, c'est bien dommage. Enfin, il y aurait tellement à dire que je suis obligé on va dire, cette fois-ci, de faire le tour. Parce que si je dévoile tout maintenant, on n'en aura pas assez pour la suite, en cas d'opposition. Voilà. D'autres questions? Ben, c'est parfait. On va vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Donc, bien entendu, nous vous tiendrons au courant du fait de savoir si le procureur de la République va ou non classer sans suite notre plainte, et de savoir si nous serons forcés de déposer plainte contre le doyen des juges d'instruction. Là, ça prendra 3 mois. Et surtout, on va vous tenir au courant de nos actions sur la proposition de loi. Alors, si je peux me permettre, je voudrais dire un petit mot, puisque nous tirons sur le frein à main pour ne pas tout dire. Je vais quand même faire une petite précision sur le JPFC.
Le JPFC, quand nous avons été informés de cette association, on m'a dit, Gérard, voilà ce qui vient de sortir, qu'est-ce que tu en penses? En termes de cause commune, bien évidemment que nous nous sommes reliés. Alors pourquoi? À l'issue de la formation, j'ai donné un petit commentaire sur les réseaux Facebook, j'ai eu un appel de Tony Lebelair, et donc à la suite, nous avons donc discuté, nous sommes partis d'un plan d'accompagnement, fidélité pour réussir et être ensemble. Donc c'est parti du bon pied. J'étais d'ailleurs même très content, je l'ai remercié, je suis allé à lui, nous nous sommes rencontrés, et donc dans le second temps, M. Pierre-Emmanuel Goetz, j'ai demandé à une personne technique, donc M. Tony Lebert m'a dirigé vers M. Pierre-Emmanuel Goetz, m'appelant le lendemain matin, me disant, M. Camberlin, est-ce qu'on peut rallier le mouvement des travailleurs avec nous? J'ai dit, attendez, c'est pas d'un seul coup, vous vous réveillez parce que tout le monde est en train de mourir, que d'un seul coup, il faut qu'on aille dans votre sens. Alors attendez. D'ailleurs, on va prévenir tout notre secteur, notre réseau, nos socio-professionnels, nos plus de 250 patrons de points course, à savoir s'ils sont d'accord. Alors, la cause était quand même assez entendue. Suite à cela, nous avons pu rencontrer M. Blard, à la maison Lafitte avec M. Bellair, puis les choses se sont passées ainsi. Alors, nous sommes partis en se disant, voilà, on se rallie, croyez-nous, faites-nous faire confiance, et comme nous sommes tous sur la même ligne, nous allons partir de la filière, nous avons aussi besoin de voix, mais il n'y a pas que les parieurs. Il peut y avoir que les parieurs. S'il n'y a pas de socio-professionnels, il n'y a pas de course. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Alors nous sommes partis d'un bon pied. Nous sommes déçus aujourd'hui, je tiens à le préciser. Nous avions comme un accord, s'étant dit, nous sommes sur la même ligne, nous faisons tout ensemble. Les choses ont changé. Et je tiens à préciser, hier, pour la première fois, parce que nous sommes tous partis et sortis de cette page, nous ne l'avons pas repulsé, bien sûr. Eh bien, mon commentaire a été supprimé. Je vais le dévoiler, bien évidemment, à toute la France. Et je vais dire tout ce qui se passe. Puisque maintenant, stop, comme je le disais évidemment, il faut arrêter de tenir, il ne faut pas dire, il ne faut pas ci, il ne faut pas là, attention, pas ci, parce que là. Alors aujourd'hui, j'évoquerai, et je tiens à le dire, nous allons faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé exactement avec le JPFC. Et je tiens à dire que c'est dommage. J'y ai cru et nous sommes plusieurs à y avoir cru. Par contre, en termes de sondage, je leur ai dit à tous, 8,3% nous ont dit, mais non, Gérard, les laisser, ils sont bien, c'est ce qu'ils ont voulu, donc maintenant ils l'ont. Maintenant qu'ils sont en train de pleurer, ils font appel aux parieurs. Alors je dis bien, ils prennent tous nos sujets, jusqu'à nos termes. Ils nous ont laissé sur la touche à l'issue de notre ralliement, auquel nous avions dit nous partirons tous ensemble. Et puis nous avons eu donc un rendez-vous avant leur rendez-vous au PNU, auquel on a décidé d'y aller seuls. Alors nous avons les échos de ce qu'ils disent. C'est bien triste pour eux, pour des gens qui veulent s'unir. Alors dernièrement, ils sont en train de faire la publicité. Qu'est-ce que l'on fait extratis? Je ne suis pas du tout d'accord que l'on vous ait censuré. Et, ils font pareil avec le mouvement des parieurs. Alors donc, on informera bien évidemment la France de ce qui s'est passé à l'exactitude avec ces gens-là. Je mets tout le monde dans le même sac du côté du JPFC, mais je mets M. Pierre-Joseph Goetz, M. Thibault Lamarre et M. Nibel. Voilà. On viendra dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Éventuellement, vous pouvez nous laisser vos contacts et on vous communiquera des informations. Je vais faire circuler une petite feuille. Comme ça, chacun. Nous remercions tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Partagez bien évidemment